Bonjour à tous, je suis Frenzo et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo livre, je vais vous parler des tomes 3 et 4 de la chronique des Bridgerton. Mine de rien, il y a pas mal de choses à dire dessus parce que c'est deux ouvrages que je critique en une seule vidéo, alors restez avec moi. Alors le succès de la saga Les Bridgerton, on le doit toujours à l'autrice Julia Quinn, et vous retrouverez cette édition spéciale qui réunit les tomes 3 et 4 aux éditions J'ai lu. Alors je sais pas trop si j'ai bien fait d'acheter ces éditions-là, tout simplement parce que du coup ça me fait plus de lecture à faire d'un coup, et que je ne peux pas m'arrêter en plein milieu et ne pas enchaîner sur le tome suivant. Donc, et puis aussi, ce qu'il faut préciser, c'est que chaque tome individuel est beaucoup plus joli au niveau de la couverture que cette édition-là. Mais bon, j'ai commencé à acheter ces éditions-là, alors je ne vais pas m'arrêter tout de suite. Le tome 3 est centré sur l'aîné de la famille des Bridgerton qui n'est pas encore marié, à savoir Benedict. Et le tome 4, lui, est centré sur le jeune frère Colin. Je vous rappelle que la fratrie est grande chez les Bridgerton, qu'il reste pas mal d'enfants à marier, ce qui laisse supposer plein d'histoires encore à venir, plein d'histoires sentimentales, etc. Donc on n'en a pas encore fini, même après ces tomes 3 et 4. Le premier tome de la saga était centré sur Daphné et Simon, et celui-ci m'avait moyennement convaincu, mais vous pourrez retrouver ma critique littéraire à ce sujet dans le lien juste au-dessus de ma tête en ce moment. Tandis que le tome 2, lui, centré sur Anthony et Kate, m'avait beaucoup plus convaincu, j'avais trouvé les personnages beaucoup mieux travaillés, moins clichés, et l'histoire en elle-même vraiment agréable à lire. Il y avait suffisamment de matière et de profondeur dans l'intrigue pour que j'apprécie ma lecture. Ce qui n'était pas du tout le cas dans le premier tome de cette saga, que j'avais trouvé un petit peu ennuyeux, rempli de clichés comme je le disais. Il y avait pas mal de répétitions également, et la saison 1 de Netflix n'avait pas arrangé ça, bien au contraire. J'avais également noté que le premier tome de cette saga et la première saison sur Netflix manquaient vraiment cruellement d'enjeux et de surprises, et ça m'avait plutôt déçu. Mais, le tome 2 avait réussi à me faire changer d'avis et à me donner suffisamment envie de découvrir la suite. Le tome 2 était réussi, et comme la saison 2 de Netflix va s'inspirer de ce tome-là pour mettre en avant Anthony et Kate, ça maintient suffisamment mon intérêt pour que j'ai envie de voir la suite. Alors, est-ce que j'ai eu raison de continuer ou pas ? On va le découvrir tout de suite avec ce tome 3 qui est centré sur le personnage de Benedict Bridgerton. Le tome 3 nous introduit directement au personnage de Sophie, une jeune bâtarde qui est contrainte de retourner vivre chez son père, qui la considère comme sa pupille. Et celui-ci, un jour, retrouve une nouvelle femme qui s'appelle Araminta, qui est une femme totalement odieuse et cruelle, et qui vient emménager dans la demeure familiale avec ses deux filles. Malheureusement pour la jeune Sophie, comme elle est issue d'un autre mariage, tout de suite sa belle-mère va la prendre en grippe et lui faire vivre des horreurs au quotidien, elle et ses deux filles. Et rien ne va s'arranger quand un beau jour son père va mourir, laissant la jeune fille aux griffes de sa belle-mère et de ses filles, ainsi qu'avec tous les gentils domestiques qui les entourent. Contre toute attente, la belle-mère de Sophie accepte de s'en occuper et de la laisser vivre au manoir, malgré la mort de son mari et du père de Sophie du coup, non sans lui faire vivre un véritable cauchemar au quotidien. Sophie devient l'esclave entre guillemets de cette famille, de sa belle-mère et de ses sœurs, si on peut appeler ça des sœurs, tout en lui dissimulant les terribles secrets concernant la succession de son père. De son côté, et plusieurs années plus tard, nous retrouvons Benedict Bridgerton qui a 30 ans et qui n'est toujours pas marié aux grandes dames de sa mère et à la grande joie et au grand sarcasme de Lady Whistledown. Lors d'un bal masqué organisé par Violette Bridgerton, réunissant vraiment toutes les personnes importantes de la haute société, Benedict va croiser le chemin de Sophie, qui a bien grandi et qui cache son identité à tous pendant cette soirée surprise, et qui va très vite se retrouver seule avec lui, cachée derrière un loup qui dissimule son visage. La jeune femme va très vite se rendre compte qu'elle vient de rencontrer Benedict Bridgerton, alors que lui, le pauvre, ne sait pas du tout à qui il a affaire face à cette femme vraiment très jolie, cachée derrière un masque, qui refuse de répondre à toutes ses questions. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Sophie a réussi à échapper à l'emprise de sa belle-mère et de ses sœurs seulement l'espace d'une soirée grâce à l'aide des domestiques de la grande demeure familiale, qui l'ont aidé à s'habiller, à porter une belle robe et à partir masquée dans cette soirée pour qu'elle puisse vivre au moins une fois dans sa vie un moment agréable dans la haute société, qui ne saura juste pas du tout que c'est une fille issue d'un autre mariage, que c'est une bâtarde. Sophie s'autorise donc cette superbe soirée et cette rencontre avec des gens qui ne l'auraient jamais acceptée en temps normal. Évidemment, c'est le coup de foudre entre elle et Benedict, et évidemment, la jeune femme doit rentrer avant minuit, laissant le jeune homme totalement désespéré et épris d'elle. Malheureusement pour Benedict, celui-ci va essayer de tenter de retrouver cette jeune femme pendant plusieurs années, sans succès, et un beau jour, son chemin va recroiser celui de Sophie par pur hasard. C'est le résumé de ce tome 3 de la chronique des Bridgerton centré sur Benedict. Maintenant, comme d'habitude, je vais divulgacher l'intrigue. Alors si vous n'avez toujours pas lu le tome 3 de la chronique des Bridgerton, je vous invite à cliquer directement sur la partie conclusion de cette vidéo ou à reprendre celle-ci une fois que vous l'aurez lue. Je vais essayer de faire au plus court, sinon cette vidéo elle va durer des heures. Lorsque Benedict retrouve Sophie, il ne la reconnaît plus du tout.
Déjà, elle ne porte plus ce masque qu'elle avait le soir du bal masqué quelques années auparavant, et elle n'a plus rien à voir avec cette fille magnifique qu'elle était le soir du bal. Celle-ci a perdu du poids au fil des années, elle s'est coupé les cheveux et elle aborde un look totalement négligé dû à sa condition un peu d'esclave par rapport à sa belle-mère. Et je le répète, mais elle ne porte plus de masque sur les yeux, donc du coup difficile de la reconnaître après tant d'années en ayant simplement vu ses yeux et le bas du visage. On apprend alors que le temps a usé Sophie, surtout sa belle-mère, qui n'a pas cessé de lui donner des ordres depuis des années, et celle-ci finit par se retrouver à la porte du jour au lendemain, alors qu'elle n'avait qu'une vingtaine d'années, peu de temps après le bal masqué quelques années auparavant, où malheureusement sa belle-mère l'avait démasquée, ayant découvert qu'elle s'était rendue au bal sans sa permission, et ça l'a rendue juste totalement furieuse, et elle a décidé de mettre Sophie dehors. Pendant des années, Sophie a continué de rêver de Bénédicte, à une vie meilleure où elle ne serait plus domestique, et a fini par atterrir dans une maison où les propriétaires sont odieux, notamment le fils du propriétaire, qui un beau soir est sur le point de la violer avec des camarades. Mais fort heureusement, Benedict Bridgerton assiste également à cette soirée, et arrive à temps pour sauver la jeune femme et l'empêcher de se faire violer. Il va alors faire la connaissance de cette femme qu'il a déjà vue mais qu'il ne reconnaît pas, tandis que Sophie, elle est mal à l'aise mais elle reconnaît bien Benedict Bridgerton, sauf qu'elle est extrêmement déçue et triste parce qu'il ne la reconnaît pas du tout. Elle décide alors de ne pas lui révéler son identité, et le jeune homme, pris d'affection pour elle et parce qu'il vient de la sauver, décide de la raccompagner chez elle. Sauf que Sophie n'a pas de chez elle, et comme elle ne possède absolument rien, il va essayer de l'aider au mieux. Oui, bon, j'avoue, les ficelles sont un peu grosses, mais ça prend quand même. Bénédicte s'entiche donc de Sophie et va finir par lui proposer un poste de gouvernante au sein de la famille Bridgerton, et celle-ci va finir par accepter, mais plus par obligation que par choix. Et finalement, je vais passer un petit peu l'intrigue, mais Bénédicte et Sophie vont tomber amoureux, les sentiments vont se développer au fur et à mesure des chapitres, jusqu'au moment où Bénédicte va avoir une révélation et il va comprendre que Sophie et la fille du bal sont qu'une seule et même personne. À la fin du roman, et malgré sa situation vraiment désespérée de ne pas pouvoir épouser une domestique telle que Sophie, Bénédicte finit quand même par obtenir la permission de sa mère. Araminta surgit alors pour un chantage de dernière minute. Malheureusement pour elle, la belle-mère va perdre ce combat, en sachant que la vérité qui entoure le secret de la succession du père de Sophie est révélée. On apprend alors que le père de Sophie lui avait laissé une dot vraiment très importante et qu'Araminta s'est bien privée de lui en faire part. La belle-mère a dilapidé l'argent au fil des années sans jamais en faire part à Sophie. Heureusement, sous la pression de Violette et Benedict Bridgerton, Araminta finit par céder et laisse sa belle-fille s'en aller et épouser du coup Benedict Bridgerton. Le couple formé par Benedict et Sophie finit donc marié et heureux, et dans l'épilogue de la fin, nous apprenons qu'ils ont eu plein d'enfants, et la célèbre chroniqueuse Lady Whistledown nous informe qu'elle est lasse d'écrire et qu'elle souhaite changer de vie. Ma conclusion: j'ai assez bien aimé ce tome 3, beaucoup plus que le premier tome, ça c'est certain, mais pas autant que le deuxième centré sur Anthony et Kate. On y retrouve tous les ingrédients phares des deux premiers tomes et les ingrédients phares de la saga des Bridgerton en général, à savoir vraiment de la romance à foison, quelques scènes érotiques ici et là, un scénario un petit peu mielleux, parfois cliché, mais c'est ce qui fait le succès de cette saga. Nous avons droit à beaucoup de sarcasme et à de franches parties de rigolade, notamment grâce à la plume acérée de Lady Whistledown, qui dans ce tome 3 ne révèle toujours pas son identité, contrairement à la saison 1 diffusée sur Netflix. Nous avons droit également à de l'humour, des personnages attachants. Je me répète, mais la mère de famille, Violette Bridgerton, est vraiment le personnage que je préfère dans cette saga littéraire. Je parle bien des livres, hein, pas du personnage de la série de Netflix. J'ai vraiment adoré ce personnage de Violette Bridgerton, surtout dans ce tome 3, qui est pour moi vraiment très drôle, vraiment bien travaillé et vraiment touchante. Alors ce tome 3, on va pas m'enlever l'idée qu'il ressemble énormément au conte de Cendrillon, notamment au début de l'histoire, comment ça commence. J'ai eu un petit doute à un moment donné, je me suis dit c'est quand même vraiment beaucoup inspiré. C'était quand même limite au début du roman, tant ça ressemblait vraiment beaucoup à Cendrillon. Mais heureusement, arrivé au milieu du roman et vers sa fin, les directions changent et du coup on s'éloigne du conte, à mon plus grand plaisir. Ce tome 3 est bien écrit, ça m'a fait sourire et je me suis pris au jeu et je me suis aperçu que j'avais pas envie de le lâcher, ce qui est plutôt bon signe. Quelques répétitions qu'on retrouve au niveau des personnages, quand ils se mettent à penser des actions qu'ils vont faire ou quand ils pensent à leur situation actuelle, c'est quelque chose qu'on retrouve dans chaque tome et que chaque personnage subit plus ou moins à un moment donné, et je trouve que c'est un peu répétitif. Ils sont toujours en train de se questionner sur qu'est-ce qui se passerait si je faisais ça, qu'est-ce qui va se passer s'il m'arrive ça, qu'est-ce que je devrais faire, etc. Ils se posent vraiment tous les mêmes questions et j'ai trouvé ça un peu répétitif. Bien sûr, on a quelques ficelles scénaristiques, comme je le disais, avec certains clichés,
mais globalement dans ce tome 3, c'est moins pire que le premier tome pour moi à mes yeux, et c'était plutôt pas mal. Ce tome 3 a aussi l'avantage de nous montrer d'autres personnages que Benedict et Sophie. On voit quand même pas mal la famille des Bridgerton, que ce soit les frères ou les autres sœurs, et ça m'a fait penser du coup à la saison 1 de Netflix qui avait présenté les choses de la même manière. Donc ce tome 3 centré sur Benedict est vraiment un bon roman. Je suis quand même curieux de savoir ce que Netflix va faire avec cette saison 3 qui sera probablement centrée sur ce personnage-là, sachant toutes les libertés qui ont été prises par rapport à Benedict, qui est un personnage qui pourrait potentiellement être gay d'après ce que j'ai compris, vu les personnages qu'il rencontre dans la série qui le sont. Il y a tout un débat par rapport à Benedict Bridgerton sur le fait qu'il pourrait être homosexuel ou bisexuel. Alors la série va-t-elle confirmer ce choix, quitte à se mettre à dos certains lecteurs ou certaines lectrices notamment, et au risque de s'écarter totalement du tome 3 qui a été écrit par Julia Quinn? J'ai cru comprendre que l'autrice, elle, ça ne la dérangeait pas si les scénaristes de la série faisaient en sorte que Benedict devenait gay. Mais je suis dubitatif, j'attends de voir ce que ça peut donner, sachant qu'au niveau des quotas dans la série, ils avaient quand même déjà fait pas mal de changements. Alors après, j'en parle dans la première chronique que j'ai fait sur les tomes 1 et 2. Moi je trouve ça très bien, mais je ne sais pas si c'est nécessaire que le personnage de Benedict soit homosexuel dans la série. En tout cas, le mystère reste entier et comme j'ai plutôt bien aimé ce tome 3, j'ai hâte de voir s'ils vont s'en inspirer pour la série Netflix ou pas du tout. Et maintenant, ma chronique du tome 4. Le tome 4 est centré sur Colin, qui n'est pas le dernier homme de la famille des Bridgerton, mais qui fait partie de ceux qui n'ont pas du tout envie de se marier. Le tome 3 nous a appris que Colin était vraiment très proche de la jeune Penelope Featherington, une jeune femme qui est adorable et extrêmement gentille. D'ailleurs, ce tome 4 est également centré sur elle, et on apprend que cette jeune fille n'a Dieu que pour lui, elle est amoureuse de Colin depuis le tout début, alors que lui ne la remarque à peine. Exactement comme dans la saison 1 de Netflix. Colin est donc le nouvel héritier de la famille des Bridgerton qui n'est toujours pas marié, et le jeune homme attire tous les regards de toutes ces charmantes demoiselles qui rêvent que d'une chose, se marier avec lui. Malheureusement pour elle et pour la jeune Pénélope, le jeune homme n'aime pas du tout cette société, il n'a pas du tout envie de se marier et profite de la moindre occasion pour essayer de partir et de voyager. Les années passent et la jeune Pénélope est devenue ce qu'on appelle une vieille fille. À 28 ans, elle est considérée déjà comme une femme qui ne se mariera pas, même sa mère n'y croit plus, et elle continue d'assister à tous ces événements mondains, persuadée qu'elle ne trouvera jamais de mari. Une dizaine d'années s'est donc écoulée, et nous revoyons, nous en tant que lecteurs, avec beaucoup de plaisir, ce que sont devenus les personnages précédents dans les anciens tomes. Que ce soit Daphné, que ce soit Simon, que ce soit Anthony ou Kate ou Benedict, l'autrice n'oublie pas de nous rappeler ce qu'ils sont devenus, les enfants qu'ils ont eus, etc. et c'est plutôt sympa. Et c'est là qu'on apprend que le jeune Colin ne semble pas du tout trouver sa place, notamment comparé à eux, à toute cette fratrie, tous ses frères et sœurs qui ont réussi à se marier avant lui. Et sa mère le ressent bien et fait vraiment tout ce qu'elle peut pour pouvoir lui trouver une épouse. Alors que le destin de Colin et Pénélope est sur le point de prendre un tournant décisif, Lady Danbury surgit et lance un pari à la haute société. Lors d'une soirée aussi mémorable qu'ennuyeuse, celle-ci propose une récompense de 1000 livres à celui ou celle qui arrivera à dénicher l'identité mystère de la chroniqueuse Lady Whistledown. Il n'en faut pas plus pour que la haute société londonienne retrouve tout son entrain et cherche par tous les moyens à faire tomber la célèbre chroniqueuse qui est plus acerbe que jamais dans ses critiques. Ça, c'est le résumé de ce tome 4. Maintenant, encore une fois, vous le savez, je vais divulgacher l'intrigue. Alors si vous n'avez toujours pas lu le tome 4 de la chronique des Bridgerton centrée sur Colin, je vous invite à cliquer directement sur la partie conclusion de cette vidéo ou à reprendre celle-ci une fois que vous l'aurez lue. Ce tome 4 nous fait alors une révélation fracassante sur l'identité mystère de Lady Whistledown, qui s'avère être la jeune Penelope Featherington. La jeune femme mal dans sa peau que la société ignore depuis le tout début est celle qui se cache derrière les traits de cette chroniqueuse depuis le tout début. Et personnellement, j'ai trouvé ça vraiment génial. C'est vraiment très bien amené et c'est vraiment hyper cohérent par rapport au tome précédent. Malheureusement, la saison 1 de Netflix nous révélait déjà l'identité de Lady Whistledown et ça m'a un peu coupé l'herbe sous le pied à la lecture de ce tome-là, de ce tome 4, puisqu'il s'agit d'exactement la même personne. Donc malheureusement, si vous n'aviez pas lu les livres et que vous avez vu la saison 1 avant, comme moi, et bah du coup ça retombe un peu comme un soufflé et le suspense il est pas là. Mais bon, Pénélope est un personnage que j'adore, que ce soit dans les livres ou dans la série, donc ça va. Pénélope qui du coup, après une dizaine d'années cachée sous les traits de Lady Whistledown, commence donc à se lasser et décide de raccrocher sa plume et de passer à autre chose, aux grandes dames de la société londonienne qui s'étaient habituées à ses critiques, à ces journaux remplis de ragots qui étaient là et qui formaient leur quotidien depuis toujours. Mais suite au défi lancé par Lady Danbury, tous veulent quand même démasquer Lady Whistledown et révéler son identité. Les théories fusent dans tous les sens, ce qui est plutôt drôle, parfois même sous les yeux de la jeune Pénélope qui ne peut rien dire
et c'est assez jouissif. Cette dernière va alors se rapprocher de Colin Bridgerton. Ils vont se redécouvrir après toutes ces années et découvrir qu'ils ont pas mal de points en commun. Et finalement, aussi inattendu que ça puisse l'être, le jeune homme finira par lui demander sa main. Colin qui va finir par apprendre la vérité concernant Pénélope et son secret de Lady Whistledown et qui va avoir beaucoup de mal à l'accepter. On découvre alors que celui-ci est jaloux de son succès, lui qui adore écrire également. Alors que le jeune homme confronte Pénélope par rapport à son identité de Lady Whistledown, on apprend que pour celle-ci, Lady Whistledown c'était vraiment tout ce qu'elle était, tout ce qu'elle avait. C'était un moyen pour elle de se faire respecter de la haute société, d'attirer l'attention des autres, de vivre une célébrité qu'elle ne vivrait jamais elle personnellement. Mais aussi et surtout, c'était une forme de reconnaissance par rapport à son intelligence. Les gens de la haute société ont tendance à penser que Penelope Featherington est une fille un peu simple d'esprit, qui n'attire pas l'attention et qui n'a pas grand chose à dire. Et avec cette identité de Lady Whistledown, elle leur prouvait tout simplement qu'ils avaient tort et c'était une forme de reconnaissance pour elle et pour la véracité de ses écrits. Pénélope est une vieille fille, je le rappelle, en tout cas elle est considérée malheureusement comme ça par la société. Et c'est important de rappeler qu'elle a passé toute sa vie à assister à des bals où personne ne l'invitait sauf Colin Bridgerton, et bien souvent parce que sa mère lui demandait de le faire. Pénélope est une belle femme, extrêmement drôle et touchante et extrêmement intelligente, et Colin semble enfin s'en être aperçu. Et en tant que lecteur, c'est avec une grande joie qu'on voit ces deux personnages se rapprocher de plus en plus, tant ils sont complexes et bien travaillés et vraiment similaires. Alors que les pistes concernant l'identité mystérieuse de Lady Whistledown commencent à s'épaissir ici et là, on apprend qu'une personne qui n'est pas Pénélope prétend être cette fameuse chroniqueuse. On comprend alors que la femme qui se fait passer pour Lady Whistledown cherche juste à se faire de l'argent sur le dos de Pénélope. Et c'est assez drôle parce que du coup, beaucoup essayent de savoir qui est Lady Whistledown. Même Colin, avant qu'il découvre que c'est Pénélope, que c'est sa future femme, il pense que c'est Héloïse, sa sœur. Il a de gros doutes parce que celle-ci écrit et qu'elle a beaucoup d'encre sur les mains. Et c'est assez savoureux à lire en tant que lecteur. Mais lorsque Pénélope apprend qu'une personne prétend être Lady Whistledown à sa place, c'est tout son univers et tout ce qu'elle a construit qui est en train de s'effondrer. Même si elle a décidé de raccrocher sa plume de la célèbre chroniqueuse Lady Whistledown, elle n'accepte pas que quelqu'un lui vole tout le travail qu'elle a effectué jusqu'ici et se fasse passer pour elle. Pénélope, et contre l'avis de son mari, va essayer de coincer cette usurpatrice en faisant une toute dernière chronique qui va lui être fatale. La véritable identité de Pénélope est mise à jour par cette usurpatrice qui lui fait un terrible chantage pour obtenir encore plus d'argent. Colin, qui refuse cette situation horrible, décide d'épauler Pénélope et tente de trouver une solution. Contre toute attente, le jeune homme décide, lors d'un bal organisé par Daphne Bridgerton, de révéler à toute l'assemblée qui se trouve présente que sa femme Pénélope est en réalité Lady Whistledown. Certains membres de la famille des Bridgerton ayant été mis au courant de l'identité de Pénélope se mettent à applaudir dans la salle, suivis par l'incroyable Lady Danbury, et tous finissent par applaudir Pénélope qui les a tous dupés. L'épilogue nous apprend que Pénélope et Colin sont toujours ensemble, qu'ils sont mariés, que la jeune femme est sur le point d'avoir un bébé, et que les deux tourtereaux continuent d'écrire des histoires. Pénélope est sur le point d'écrire un roman, alors que Colin, lui, a réussi à publier ses écrits concernant ses voyages. Bref, un très joli happy ending. Ma conclusion. Ce tome 4, centré sur Colin et Pénélope, est définitivement mon préféré de la saga. Pour la simple et bonne raison qu'il est centré sur tous les personnages que j'adore depuis le début, que ce soit sur Pénélope, que ce soit sur Violette Bridgerton, sur Colin que j'ai appris à découvrir et qui est vraiment un très bon personnage. Bref, le fait qu'ils soient tous mêlés à cette histoire avec la célèbre Lady Whistledown, il y avait tous les ingrédients nécessaires pour que ce livre soit vraiment réussi et qui me plaise vraiment à 100%. Je pense d'ailleurs que ça va être très difficile de faire aussi bien que ce tome 4 dans la suite, sachant que ce tome-là, comme je le disais, réunissait vraiment les personnages que j'aimais le plus, en sachant que le mystère principal a été résolu. Alors je ne sais pas du tout ce que ça va donner dans les tomes 5 et 6. Je suis curieux, je pense pas que ça aura la même saveur, mais j'espère me tromper. Ce tome 4, du coup, centré sur Colin, à mon sens, Pénélope lui vole la vedette. Je trouve que le tome 4 rend vraiment hommage à ce super personnage qu'est Pénélope. Il est vraiment riche, vraiment fascinant et vraiment drôle, vraiment touchant. Les relations entre les personnages sont extrêmement bien travaillées dans ce tome 4. J'ai apprécié une scène entre Héloïse et Colin, mais je ne vais pas la divulgacher. Bref, c'est une grande réussite. Mon petit bémol, comme d'habitude, et ce tome 4 là n'y échappe pas,
On retrouve toujours un peu le même scénario, que ce soit dans le tome 1, 2, 3 ou dans celui-ci, le quatrième. À savoir ce schéma un peu répétitif de la jeune fille qui est amoureuse de l'homme, qui a toute l'expérience, qui sait tout de l'amour, qui a déjà eu plein de conquêtes, et la jeune fille qui n'y connaît rien, qui n'a jamais eu de relation avec qui que ce soit, etc. Ça revient toujours de roman en roman et ça me lasse un peu. Et ça se ressent notamment durant les scènes de sexe qui, franchement, d'un roman à l'autre, sont exactement les mêmes. Enfin, j'ai enchaîné les 4 premiers tomes et chaque scène sexuelle entre les personnages, j'ai trouvé que c'était globalement la même chose. Ça apportait pas grand-chose. Je vois pas trop l'intérêt, même si, encore une fois, c'est ce que veut la saga et je comprends. Hormis ça, ce tome 4 est une vraie réussite, je regrette pas d'avoir continué du coup. Je l'ai dévoré et je suis curieux de voir si la série Netflix va aller dans ce sens-là pour les prochains tomes et pour ce tome 4 y compris. Voilà, c'était ma critique des tomes 3 et 4 de la saga La Chronique des Bridgerton. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ces 2 romans, de lâcher un petit pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes autres critiques littéraires à venir. Et dans la prochaine vidéo livre, justement, je vais vous parler du tome 4, du tout dernier tome de la saga La Passe Miroir, La Tempête des Échos. Alors soyez au rendez-vous, je vous dis à très bientôt. Ciao!